Lorsque j'ai tenu ce webinaire, il a pris plus longtemps que prévu. Il a pris à peu près 1 heure. Et donc, pour pas vous fatiguer trop, j'ai divisé ce webinaire en 2 parties. Il est donc en 2 vidéos. Et c'est pour ça que la première vidéo se finit un peu abruptement, sans que je dise au revoir ni quoi que ce soit. Et que la seconde démarrera, vous verrez la description, enfin vous verrez le lien dans la description, et la deuxième démarre donc sans que je dise bonjour ou quoi que ce soit. Mais c'est donc dû au fait que j'ai tout simplement coupé la vidéo en 2 parties. Cyril Melka, sans divan. Bonsoir ou bonjour selon la formule consacrée. Ça dépend un petit peu de où vous vous trouvez dans le monde et quelle heure il est quand vous allez me regarder ou m'écouter. Aujourd'hui, je me suis décidé à parler du problème. C'est en fin de compte une idée qui m'a été donnée par un auditeur. Après que j'ai fait mon webinaire à l'époque sur le borderline, où il m'avait demandé, ouais, mais si la personne qu'on aime, par exemple, est borderline, comment est-ce qu'on peut vivre avec un borderline ou une personnalité à limite? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut agir? Ou comment est-ce qu'on peut vivre, si on peut vivre avec une personne borderline? Et donc, c'est ce qui m'a donné donc le sujet de ce webinaire. Alors, pour en parler un petit peu rapidement, pour faire un petit rappel, parce que j'ai fait tout un webinaire donc sur ce qui est le borderline. Donc, je ne veux pas réexpliquer la personnalité borderline. Si vous voulez voir le webinaire sur la personnalité borderline, vous pouvez aller sur malka.fr/borderline. Et ça, c'est un lien qui va vous mener directement vers la vidéo YouTube qui va tout vous expliquer sur la personnalité borderline. Mais donc, en règle générale, quand même, pour remettre quelques petites choses un petit peu dans les angles, le trouble de personnalité limite, comme on l'appelle, c'est la définition officielle en français, mais je préfère dire borderline parce que j'ai pris l'habitude, ça implique généralement une personnalité qui a une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle peut très rapidement varier en émotions et elle peut facilement passer d'émotions relativement stables ou relativement tranquilles jusqu'à des émotions très intenses et même très violentes. Elle a entre autres, de par ça, elle va avoir des difficultés interpersonnelles et des comportements très impulsifs. Elle va agir directement au travers de ses impulsions et elle va souvent avoir des comportements autodestructeurs. Les personnes borderline vivent des émotions extrêmement intenses et ça, c'est important à se souvenir. J'en reparlerai parce que c'est extrêmement important, c'est vraiment quelque chose qu'on a une tendance à minimiser. Les émotions sont vraiment extrêmement intenses, dans le positif comme dans le négatif, et elles en viennent justement à cause de ces émotions intenses. C'est-à-dire que même les émotions les plus bénignes, en quelque sorte, peuvent avoir une certaine intensité, ce qui fait qu'elles peuvent très rapidement se méfier d'elles-mêmes et des autres, et ce qui fait que avoir une relation avec une personnalité borderline, ça peut être très compliqué, ça peut être très difficile, parce qu'on a l'impression qu'il y a des sautes d'humeur tout à fait sans motivation et qui sont justement très intenses. Alors, la raison, la raison psychologique, on va dire, c'est un sentiment de soi qui est instable, qui est fracturé. Et pourquoi ce sentiment de soi est instable ou fracturé, ça, on se pose toujours des questions. On sait qu'il y a un élément biologique, comme beaucoup de problèmes psychologiques, il y a un élément biologique, c'est-à-dire que la personne est née de cette façon et elle a une tendance, elle a une possibilité, elle a une fracture, que ce soit un problème génétique ou quoi que ce soit, on ne sait pas pour l'instant, mais il y a de toute évidence un problème biologique.
Et donc ça, si c'est ajouté à des situations qui peuvent être intenses, qui peuvent être choquantes, qui peuvent être traumatisantes, font que la personnalité borderline, du fait de cette faiblesse, ne peut pas gérer ces situations comme la plupart d'entre nous. Et donc, cette combinaison va mener à cette personnalité, à ces troubles de la personnalité. Le problème, et c'est de ça dont nous allons parler ou dont je vais parler aujourd'hui, le problème, c'est que la nature de la personnalité borderline, ça va donner des relations qui vont être relativement intenses et relativement stressantes. Aussi parce que ça peut sauter du coq à l'âne, ça peut changer rapidement et ça fait qu'il est très difficile de s'adapter et de pouvoir suivre ce qui se passe. La famille, les amis ou la petite amie ou le petit ami d'une personnalité borderline se posent souvent des questions en se disant mais qu'est-ce que je peux faire et est-ce que je peux faire quelque chose pour aider la personne que j'aime en fin de compte. Alors oui, des fois, pas toujours, ça dépend de beaucoup de choses, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Et donc, même si la personne entre en thérapie, la famille ou la personne le partenaire, ou ce que vous voulez, peut aider et peut même jouer un rôle très important dans le soutien de la personnalité borderline et de l'aider à gérer et à réduire les symptômes qui, justement, peuvent poser problème. Lorsque, dans beaucoup de cas de personnalité borderline, il va y avoir, et ça je vais en reparler encore dans un instant, il y a un problème d'invalidité des émotions. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, donc on a ce phénomène biologique, bien entendu, et donc la personne borderline a très souvent évolué dans un environnement social où on a invalidé ses émotions et sa personnalité. Alors, invalider la personnalité ou invalider les émotions de la personne, c'est très souvent quelque chose du genre de faire douter à l'enfant, dans ce cas-là, que ce qu'il ressent est légitime, que ce qu'il ressent est logique ou est important. En fin de compte, ce que tu penses ou ce que tu ressens, ça n'a pas d'importance en ce moment, ça n'est pas valide, ça n'a aucune validité. Ça peut être quelque chose aussi simple que, écoute, tu es un garçon et les garçons, ça pleure pas, alors maintenant tu sèches tes larmes et puis tu agis comme un homme et pas comme une omelette. Rien que ce fait de faire ce genre de choses pour une personnalité borderline, donc pour un enfant qui a une personnalité fragilisée ou fragile à la base, va donc engendrer plus facilement la personnalité borderline. C'est important de se souvenir de ce principe d'invalidation ou de validation parce que c'est quelque chose que nous allons retrouver très souvent dans le traitement et dans la connexion et dans la communication avec la personnalité borderline. Alors, il y a certaines choses qui sont importantes à faire si un de vos proches, la personne que vous aimez ou votre partenaire est borderline. La première des choses à faire, ça va être de vous renseigner. Renseignez-vous. Parce que c'est un diagnostic qui est relativement déroutant, il est compliqué. Et puis, en plus, il y a beaucoup de psychiatres qui vont mettre ce diagnostic quand ils ne savent pas trop quoi mettre. C'est la personnalité qu'ils ont, c'est la personne qu'ils ont en thérapie ou qu'ils ont devant eux, le déroute un petit peu, ils ne savent pas trop. On va dire que c'est un borderline, on n'en parle plus. Donc, par cette raison, il y a beaucoup d'idées fausses sur ce que vivent les personnes qui sont atteintes de ce trouble, parce que certains psychiatres vont par exemple diagnostiquer une personne qui sort d'une secte. J'ai eu beaucoup de cas à l'époque où je travaillais avec les personnes qui sortaient de secte. Beaucoup de ces personnes-là étaient diagnostiquées comme borderline, tout simplement parce que les psychiatres ne savaient pas trop comment gérer ces problèmes philosophiques, théocratiques et tout ce que vous voulez. Ils ne s'y retrouvaient pas, donc on lui donne des médicaments, on dit que c'est borderline et on n'en parle plus. Donc,
il y a beaucoup d'idées fausses, il y a beaucoup de mythes sur la personnalité borderline. Et donc, il est important de vous renseigner sur la maladie, sur les symptômes, sur son pronostic. Et donc, lisez du matériel qui est écrit par des personnes qui souffrent de ce syndrome. Lisez du matériel qui est écrit par des institutions qui travaillent avec ce genre de situation. Donc, pas seulement des psys qui ont une page Internet, comme moi, pourrait-on dire, mais des personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent. Vous savez qu'elles ont traité ce genre de personnes, des instituts. Et donc, vous pouvez éventuellement contacter un professionnel qui a travaillé avec ce genre de situation, avec ce genre de clients ou de patients, pour pouvoir faire le point un petit peu sur la situation et sur ce que cela implique. Donc, il est important de démystifier le trouble de la personnalité borderline pour vous aider à surmonter cette confusion, à apprécier la lutte que votre proche est en fin de compte en train de... est soumis. Il est soumis à une lutte qui est en fin de compte sans merci et qui est très longue et très difficile. Et vous serez mieux équipé pour le soutenir ou la soutenir tout au long de son parcours de guérison. Parce qu'on peut en guérir, on peut s'en remettre. Alors, en guérir, c'est peut-être un petit peu un grand mot, mais on peut en tout cas vivre une vie quasi normale, même en étant borderline, à l'aide de thérapie, si c'est une thérapie adaptée. Il y a Anne qui me dit le problème est que ces professionnels ne veulent pas échanger avec nous quand notre proche est majeur. Oui, c'est vrai, c'est problématique. Alors, vous avez le problème double. Parce que quand il est mineur, le problème va être que très souvent, malheureusement en France, selon la bonne tradition psychanalytique, on va poser toute la faute sur le parent, sur les parents. On va dire, c'est parce que vous avez fait quelque chose, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, etc. Ce qui ne fait pas avancer les choses. Oui, c'est surtout la mère, bien entendu. C'est la mère. C'est la mère avant tout, bien entendu. Maintenant, faut pas... C'est évident. Mais bon, c'est un fait il y a généralement un élément social. Mais l'élément social ou l'élément familial, si vous le voulez comme ça, il est pour ainsi dire quasi inévitable. Parce que tôt ou tard, que ce soit dans la famille, dans toute famille, il peut y avoir des problèmes. Et il se peut que vous n'ayez pas le temps pour votre gamin, ou il se peut que vous ayez d'autres problèmes et que, la vie arrive. Et dans un cas, dans une situation normale, l'enfant ne serait pas traumatisé ou ça n'aurait pas cet effet. Mais malheureusement, du fait de cette faiblesse génétique, ça va avoir cet effet négatif. Et puis boum, c'est parti. Maintenant, ce genre de situation peut arriver également à l'école, ça peut arriver vis-à-vis des amis, des copains et de beaucoup d'autres situations qui sont à prendre en ligne de compte. Donc, le fait de tout faire retomber sur les parents et généralement sur la mère, c'est un fait que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, d'un côté, pendant que l'enfant est mineur, on va mettre la faute sur les parents, etc. Et ça ne va rien faire avancer du tout. Et puis après, une fois que l'enfant est majeur, ils vont généralement très souvent pas échanger. Alors, encore une fois, je crois que ça dépend beaucoup parce que encore une fois, je travaille beaucoup plus avec les milieux anglo-saxons, américains et à la limite danois. Et là, dans ce cas-là, la famille, que l'enfant soit majeur ou pas, la famille est impliquée parce que, comme on le verra un petit peu plus tard, il est très souvent nécessaire que la famille, ou une partie de la famille en tout cas, suive également une thérapie, pas aussi intensive généralement que le client, mais relativement proche pour pouvoir suivre, pour avoir un suivi par rapport au traitement de l'enfant ou de la personne impliquée, et pour qu'il puisse y avoir un suivi et qu'on puisse communiquer régulièrement. Donc oui, c'est un fait, c'est problématique, et il est très important de vous renseigner et de trouver des sources d'informations fiables. Et c'est vrai que Internet, sur ce côté-là, c'est une bénédiction parce qu'il y a beaucoup d'informations fiables, et c'est également une malédiction parce qu'il y a beaucoup de conneries, en fin de compte. Donc, renseignez-vous. Point numéro 2, et je vous avais dit qu'on allait revenir en fin de compte là-dessus, c'est valider leurs émotions. Les
si vous avez suivi mon webinaire à l'époque sur les sociopathes, ou si vous avez été un de mes clients par rapport à une relation avec un sociopathe, il y a de fortes chances que je vous ai dit à un moment donné que vous ne pourrez jamais comprendre un sociopathe totalement, parce que le sociopathe n'a absolument aucune émotion, il ne sait pas ce que c'est tout à fait inconnu pour lui, ça n'existe pas, et vous, vous en avez. Donc vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui n'a pas d'émotion, tout comme lui ne peut pas comprendre quelqu'un qui a des émotions, parce que c'est deux mondes totalement différents. Et ben, dans le borderline, c'est un petit peu la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les personnes atteintes de borderline éprouvent des réactions et une intensité d'émotions auxquelles les personnes qui n'ont pas ce trouble ne peuvent pas s'identifier. Vous ne pouvez pas, même une personne hypersensible, ne peut pas s'imaginer l'intensité des émotions que ressent une personnalité borderline. Et lorsque cette personne va vous parler ou va vous donner ses émotions, il est relativement tentant d'essayer de leur parler de ce que vous ressentez ou de tout simplement de les considérer comme irrationnels, en leur disant « bon, écoute, maintenant ça va, c'est bon, c'est pas aussi terrible que ça, maintenant on retombe un petit peu, etc. » Et c'est très problématique parce que non seulement c'est très douloureux pour la personnalité borderline, parce qu'elle ressent que c'est un rejet de ses émotions, c'est une invalidation, et justement le problème d'invalidation est un problème majeur dans ce qu'est la personnalité borderline, comme je viens de le dire. Et donc, rejeter leurs émotions, c'est donc profondément douloureux, et puis en plus de ça, c'est contre-productif, parce que ça risque de faire une explosion, en fin de compte, ou une implosion, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez, et c'est un petit peu là où est le souci, c'est qu'on a un petit peu l'impression des fois que lorsque l'on valide, ça veut dire qu'on est d'accord. Et ce n'est pas nécessairement deux choses qui vont ensemble. Vous pouvez parfaitement valider les émotions de l'autre sans pour autant être d'accord avec eux. Le fait de tout simplement de refléter ce qu'ils vous disent, ça peut être extrêmement efficace. Ça peut être quelque chose de disant, mais je vois bien que tu souffres, et ça doit être terrible de ressentir ça, et vraiment, etc. Mais sans aucune invalidation de leurs sentiments, sans leur dire, mais tu n'as aucune raison de ressentir ça, mais non, c'est pas logique. Enfin bref, laissez tout ça en dehors. Contentez-vous de valider leurs émotions. Vous écoutez avec empathie, avec compassion, avec respect, et tout simplement valider leurs émotions pour éventuellement, un peu plus tard, éventuellement en parler avec le thérapeute en disant, écoute, ça c'est quelque chose dont il va falloir parler, il va falloir voir un petit peu pour voir si on peut t'aider à soutenir, à supporter ces émotions. Enfin bref, il faut veiller à ce que ce proche, votre partenaire, ou ce que vous voulez, se sente entendu et admis et validé. De cette façon, il y a de plus de possibilités pour que ces émotions puissent circuler, en quelque sorte, et que vous puissiez les canaliser. Et puis par la suite, généralement, si la personne est en thérapie avec un thérapeute qui connaît les méthodes cognitives et qui travaille avec ce genre d'émotions, ça va être le genre de choses où on va dire, écoute, maintenant je crois qu'on va le noter, on va voir, et puis tu vas en parler avec ton psy, avec ceci, avec cela, parce que je crois que c'est important, et ça va pouvoir être tourné ou aider quelque chose qui peut aider la personne et qui peut l'aider à avancer. N'essayez pas de la convaincre que c'est pas bon, que c'est pas vrai, que c'est pas exact, que c'est trop intense, que c'est trop ceci, que c'est trop cela. Laissez tout ça de côté. Contentez-vous de valider les émotions. Autre chose extrêmement importante, c'est celle de simplifier votre message. Alors, les personnes atteintes du trouble de la personnalité limite, borderline, ont une tendance à déformer ce que vous dites de façon à confirmer leurs pires soupçons à leur égard ou à votre égard. Ce qui veut dire que quelque chose qui peut vous paraître anodin, ça peut facilement être transformé en une attaque, même si ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce que vous vouliez dire.
Et donc, vous pouvez avoir un petit peu l'impression de ne pas pouvoir joindre l'autre, un petit peu comme si vous parlez deux langages différents, comme s'il y avait quelque chose qui se dressait entre vous deux, un mur qui se dressait entre vous deux. Et en fin de compte, c'est le cas, c'est la maladie, c'est le trouble de la personnalité limite, c'est le borderline qui se met entre vous deux et qui filtre ce genre de situation et qui rend la communication, pour ainsi dire, impossible. Donc, pour minimiser le risque que ce genre de choses se produisent, lorsque vous parlez à une personne atteinte de borderline, surtout quand on parle de problèmes sensibles, rappelez-vous que c'est presque un petit peu comme dans les films américains, tout ce que vous pouvez dire pourra et sera utilisé contre vous. Donc, faites des phrases courtes, simples et directes, de façon à laisser aucune place à tout ce qui est mauvaise interprétation. Malheureusement, cela n'est pas une garantie parce qu'il y a toujours des possibilités de mal interpréter ce que vous dites, mais ça peut faciliter les communications, ça peut éviter autant que possible les mauvaises compréhensions et les retournements de situation. Ensuite, on arrive à des éléments un petit peu plus compliqués. Une chose très importante, c'est d'encourager la responsabilité. Nous avons tous la responsabilité de nos émotions. Un point, c'est tout. Le problème, c'est que quand vous aimez quelqu'un qui souffre du trouble de borderline, enfin qui est borderline, on a très rapidement une tendance à devenir leur gardien. Et c'est encore pire si on n'est pas d'une personnalité borderline. Mais même en étant un partenaire, on a très facilement le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière et à devenir un petit peu le gardien et le protecteur. Bon, d'un côté, c'est naturel, parce qu'il est naturel de vouloir aider quelqu'un que vous aimez et d'essayer de l'aider à passer au travers de mauvais passes, à aller mieux, etc. C'est jamais très agréable de voir quelqu'un que vous aimez être mal. Mais le fait d'encourager la responsabilité, c'est très souvent la chose la plus aimante que vous puissiez faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les laisser se dépatouiller tout seul. Bon, bah, c'est ton problème, c'est toi qui es borderline, c'est pas moi, alors démerde-toi. Non, c'est pas ça dont il est question. Mais il est question de résister un petit peu à l'envie de les sauver de toutes les situations et de les sauver des conséquences de leurs actes. S'il casse quelque chose pendant qu'il est en colère, alors ce n'est pas à vous de vous précipiter pour le réparer. S'il s'endette parce qu'il utilise l'argent à tort et à travers, ce n'est pas à vous de le renflouer, ce n'est pas à vous de le sortir de problème. Lui permettre de subir les conséquences naturelles, c'est ce qui va les aider à comprendre qu'ils ont besoin d'aide. Alors bien entendu, on a le problème que vous avez des organismes sociaux, des fois, qui vont, si vous ne le faites pas, ils vont le faire pour vous. Ce qui va allonger le problème et ce qui va compliquer beaucoup de choses. Mais autant que possible, travailler à encourager sa responsabilité. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif au départ, mais c'est en fin de compte extrêmement stimulant pour vous deux, pour les deux parties. Parce que il est important que que la personnalité borderline comprenne qu'il a des responsabilités, qu'il ne peut pas se permettre tout simplement de se reposer sur ses lauriers et de laisser aller. Mais Anne me demande, et si la personne résiste? Si la personne résiste, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, si la personne a des dettes, par exemple, eh ben, vous laissez venir l'huissier et lui prendre ce truc. Enfin, c'est à lui ou à elle d'avoir la responsabilité de ses actes. Bien entendu, il y aura sûrement une résistance. Surtout, et ça on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard,
À partir du moment où vous mettez des limites, à partir du moment où il y a des actions qui sont prises et qui n'ont pas été prises auparavant, il va y avoir une résistance. Que la personne soit borderline ou pas, si vous êtes le genre de personne qui a toujours dit oui à tout le monde et puis vous allez prendre un de mes cours sur mes programmes sur l'assertivité et vous commencez à dire non, eh ben oui, les gens vont avoir une période où ils vont être obligés de s'adapter, où ils vont essayer de vous convaincre que vous dites des conneries. Mais ils s'y habitueront. Et là, c'est la même chose. La personne résiste, c'est tout à fait normal. Et surtout si c'est une personnalité borderline, il va y avoir des tests de limites. Mais tôt ou tard, elle s'y mettra. Mais encore une fois, il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte, entre autres, justement, le traitement et une thérapie. Et donc, justement, on y arrive, c'est le point suivant, mettez des limites. Un petit peu comme le fait d'encourager cette responsabilité au départ, on a un petit peu l'impression des fois qu'on trahit la personne qu'on aime si on met des limites ou si on fait pas. On se dit mais pourquoi? Parce que je peux en fin de compte, alors pourquoi pas? Mais il est extrêmement important de définir et de respecter et de lui faire respecter les limites parce que ça va donner une structure. Nous avons tous besoin de structure. Nous avons tous besoin de limites et nous en avons tous. La société a des limites, les employeurs ont des limites, les impôts ont des limites, enfin bref, non, peut-être pas dans le fric qu'ils nous prennent, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bref, il y a des limites à tout. Nous vivons dans une société ou dans un monde où il y a des limites et nous sommes obligés de les apprendre. Donc vous aussi, ayez des limites et mettez-les. C'est donc une structure qui est extrêmement importante et qui encourage, ça va encourager votre proche à être responsable de ses choix. Et puis, d'un autre côté, ça va vous éviter de devoir subir un comportement inacceptable afin de renforcer votre relation en disant non, là, je suis désolé, là, il y a une limite et ça ne va pas aller plus loin. Donc, lorsque vous allez mettre vos limites, réfléchissez bien, parce qu'il va falloir les laisser en place. Parce que si vous mettez des limites pour après les faire tomber, bon, c'est nul, ça n'est pas utilisable. Donc, vos limites doivent être là et elles doivent être bien mises, elles doivent être solides. Donc, pour ce qui est de fixer des limites, il va vous falloir fixer des limites qui vont être utiles pour vous, pour lui ou pour elle, et puis qui vont être réalistes. Il ne faut pas non plus poser des limites totalement irréalistes. Et lorsque vous allez expliquer ça, lorsque vous allez proposer ces idées, ou lorsque vous allez expliquer que maintenant, écoute Coco, j'ai décidé que maintenant il devait y avoir des limites, il va falloir les présenter de façon calme et avec amour. Il ne va pas falloir les présenter de façon accusatrice et de façon honteuse, en quelque sorte. Donc, vous présentez ça comme quelque chose de logique, quelque chose de nécessaire, quelque chose de respectueux. Mais même si vous le faites, vous ne devez pas être surpris si votre proche va au départ considérer que ça, c'est un signe de rejet. Et donc, il va bien entendu taper sur ses limites pour essayer de les faire tomber, pour voir si ça tient bien. Donc, en premier lieu, la situation va vous paraître empirée, aller dans un sens beaucoup plus négatif. Et c'est là où il va falloir tenir bon pendant cette période difficile, parce que ces limites sont bénéfiques et sont nécessaires pour vous comme pour lui ou comme pour elle. C'est bénéfique pour tout le monde, en fait, et nécessaire. La situation suivante, c'est n'ignorez pas les menaces de suicide ou d'automutilation. Les personnalités borderline ont très souvent, et le plus souvent même, des menaces de suicide ou d'automutilation, et c'est extrêmement courant. Et le problème est que beaucoup de personnes considèrent ces menaces comme elle essaie de se rendre intéressant, c'est une manipulation, etc. Surtout si la personne en question n'a pas de suite, si elle ne s'est jamais automutilée ou si elle n'a jamais
essayer de se suicider. Donc on va dire, oui, bon, bah, c'est du pipeau, il sera intéressant, et puis c'est tout, on n'en parle pas. Mais en fin de compte, d'après les chiffres, il ne faut pas ignorer ces suicides et ces menaces d'automutilation. Parce que d'après les chiffres, environ 10% des personnes qui sont borderline se suicident et ça marche. Et contrairement en fin de compte à la croyance populaire, en fin de compte, 80% des personnes qui envisagent une tentative de suicide signalent leurs intentions aux autres, y compris en parlant. Donc le fait de se dire, mais s'il veut vraiment se suicider, il n'en parlera pas, c'est faux. 80% des personnes qui se suicident en parlent auparavant. Donc, c'est à prendre au sérieux. Et si la personne, si ce proche menace de se suicider ou de se blesser, ne vous disputez pas avec lui, ne l'accusez pas d'être manipulateur, ne l'accusez pas de vouloir se rendre intéressant. Au lieu de ça, il faut reconnaître que c'est une souffrance qu'il ne sait pas gérer autrement. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est travaillé au travers de la thérapie. L'automutilation et le fait de vouloir se suicider, c'est très souvent une façon pour les borderline de gérer une situation. Oui, c'est vrai que ça peut, c'est peut-être pas la meilleure façon de gérer les choses, mais c'est l'une des seules façons qu'ils connaissent. Et donc, c'est généralement une situation où ils souffrent profondément. Maintenant, il se peut que la raison de leur souffrance vous paraisse bénigne. Encore une fois, leurs émotions sont extrêmement intenses. Donc, il se peut parfaitement que, bah, pour vous, vous dites, maintenant, il est en train de nous faire un plat à cause de ce truc-là, mais il est en train de se rendre, c'est pas possible, c'est une connerie. Et donc, là est l'erreur, parce qu'en fin de compte, ils souffrent vraiment. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre inquiétude, tout en maintenant vos limites. Vous pouvez toujours tenir vos limites malgré ça. Et puis, donc, dans ce cas-là, appelez leur psy. Dans beaucoup de ce cas, dans certaines thérapies, enfin, dans certaines des thérapies que j'ai eues avec les personnalités limites, on avait une espèce d'entente où je pouvais être contacté, peut-être pas 24 heures sur 24, mais relativement, si besoin était. Et dans ce cas-là, je pouvais être contacté ou contacté rapidement et puis entrer dans le jeu pour travailler les situations. Donc, si vous avez un accord avec votre psy pour ce genre de choses, contactez-le. Ou alors, non, je ne sais pas, en France, il y a sûrement aussi, tout comme dans beaucoup d'autres pays, ces lignes de soutien pour les personnes suicidaires. Ayez ce numéro avec vous, tout simplement, et puis appelez-le. Et puis restez aux environs jusqu'à ce que vous voyez que la situation avec votre proche est apaisée, quand il est en train de parler avec son psy et que vous voyez que bon, bah, maintenant ça va mieux, ou quand il est en train de parler avec la ligne d'écoute et vous voyez que les choses maintenant vont mieux. Donc là, éventuellement, vous pouvez vous relâcher un petit peu, mais sans ça, restez avec cette personne jusqu'à ce que la situation soit gérée. Aidez votre proche à trouver un traitement. Alors, le problème est que beaucoup de personnalités borderline sont souvent réticentes à rechercher un traitement. Et là, il peut y avoir beaucoup de raisons. D'une part, ça peut être parce que ils ont un petit peu l'impression qu'ils ont eu des expériences négatives avec les professionnels de la santé mentale dans le passé. Ils ont trouvé que pour l'instant, ça n'a rien donné, on les bourre de médicaments et ça ne change rien, enfin bref. Ou alors, ils peuvent penser que non, parce que c'est normal que leurs sentiments ils sont justifiés, que leurs émotions soient comme ça. Bref, il peut y avoir une foule de raisons, mais le problème, c'est que non. C'est une personne qui souffre du trouble de personnalité borderline va avoir besoin d'un traitement professionnel. Elle ne peut généralement pas s'en tirer toute seule, et même avec l'aide de proches. Donc, il se peut que vous soyez obligé de l'aider à trouver un traitement. Alors, maintenant, encore une fois, je ne connais pas les situations en France. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'institutions qui travaillent avec ça, qui sont spécialisées là-dedans.
où c'est relativement intensif. Beaucoup de professionnels de la santé, dans les psychologues, dans la psychologie cognitive, connaissent bien ce problème et peuvent vous aider. Donc, essayez de trouver un psy cognitif qui connaisse ce problème. Il peut y avoir aussi des centres qui sont spécialisés dans le traitement des traumatismes, qui peuvent proposer des thérapies spécialisées qui sont axées sur le traumatisme et qui peuvent vous aider dans ce genre de situation. Mais il peut y avoir besoin que vous deviez justement aider votre proche à trouver... Oui, il y a Anne qui me dit que c'est extrêmement compliqué en France. J'imagine parce que, enfin, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici à la période où j'habitais en France, j'ai pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels dans le système, c'est vrai. C'est vrai. Et là, malheureusement, je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce qu'il est nécessaire d'avoir des thérapeutes qui connaissent ce genre de situation, qui connaissent ce genre de traitement, qui connaissent ce genre de thérapie. Et il doit y en avoir quand même. Enfin, ça doit se trouver, j'imagine. Mais j'imagine que c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir besoin de votre aide parce que c'est, pour ainsi dire, impossible pour une personne qui souffre de ce trouble de pouvoir gérer toutes ces situations et toutes ces données et de trouver quelqu'un qui connaît ce genre de situation. Enfin, là, il va y avoir besoin de quelqu'un qui puisse l'aider. Enfin, et c'est ce qui va nous mener à la deuxième partie de ce webinaire, trouver du soutien pour vous-même. Le fait de faire face à troubles de la personnalité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour votre proche, mais ce n'est pas facile pour vous non plus. Et beaucoup de personnes, de proches, que ce soit les partenaires ou les parents, ou les proches d'une personnalité borderline, se sentent très souvent isolés. Ils ont peur, ils ont honte, parce que ils ne savent pas trop par où passer. Et puis, justement, il y a, encore une fois, surtout en France, cette idée que ils sont responsables. C'est un peu de leur faute aussi. Moi, je crois que... Enfin, bref. Donc, vous êtes obligé de trouver du soutien avec un thérapeute, généralement le même thérapeute que celui utilisé par la personnalité qui souffre du trouble borderline, et qui puisse vous soutenir et vous aider à gérer les situations et être un petit peu le prolongement de la thérapie. Et donc, même si, en règle générale, il n'y a pas besoin d'autant d'heures de thérapie pour le proche, enfin pour la personne qui aide, que la personne qui souffre. C'est-à-dire que la personne qui souffre de thérapie borderline, le plus souvent, généralement, on parle de plusieurs sessions par semaine pour pouvoir vraiment gérer le trouble. Et donc, ce n'est pas nécessaire pour le proche, pour la personne qui soutient. Généralement, ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend un peu des situations. Mais il est nécessaire pour la personne qui soutient d'avoir un soutien thérapeutique également pour pouvoir plus facilement gérer les situations. Il y a Olivier qui dit oui, c'est vrai, mais il y a Cyril. En réponse, ça c'est extrêmement compliqué en France. Et Anne Le Grenel dit il ne donne pas de traitement. Si, je traite. Pas médicaments, mais si, je fais de la thérapie, bien entendu. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.